dans un pays, que ce soit dans les années 50, au moment du maquis, dans la partie Bassa du Cameroun, ou que ce soit dans les années 2000 avec Boko Haram, dans des jours qui viennent et passent. La question des Maguida, par exemple, et du coup d'État de 84 au Cameroun, donc comment les populations issues du Nord ont vécu ces épisodes-là. Et donc la question d'histoire a toujours été constante dans le roman d'Emily Boom. Donc on essaiera de regarder cela avec le rêve du pêcheur. Ce qui est intéressant avec Anne-Sophie Stefanini, c'est qu'elle est historienne, en tout cas elle a fait des études d'histoire, et elle aborde le Cameroun aussi avec la même approche. Je pense d'ailleurs que tes deux romans précédents, tes deux premiers romans se passent en Algérie, et la question de l'histoire aussi est très présente. Donc le choix d'aborder les sujets sous cet angle-là me paraissait extrêmement pertinent. Alors, la première question que j'ai envie de poser à Emily, c'est pourquoi dans ta démarche d'écriture, la question de ton regard sur l'histoire de ton pays est aussi importante. Comme si faire de la littérature, ça peut être de parler des personnages, parce que dans le fond, ce sont nos vies qu'on essaie de raconter, mais les mettre dans la grande histoire, montrer comment la grande histoire peut percuter une famille, c'est extrêmement important pour toi. Alors, avant tout, merci Réassi, et bravo pour cette journée où on se retrouve entre amis, finalement, pour parler de toute la littérature qu'on aime. Et je suis très contente d'être là et de clôturer la journée donc, avec Anne-Sophie. Donc, alors, pourquoi la grande histoire dans mon roman? Je pense qu'il est difficile de décorréler, mais il y a plein de points de vue, c'est mon point de vue à moi. Je pense qu'il est difficile de décorréler les personnages de l'endroit d'où ils sont. Que ce soit, les lieux sont importants et l'histoire est importante. Je prends juste un exemple de temps en temps, et je parle du Covid, en disant que c'était un gros événement planétaire qui a été vécu comme tel. Mais individuellement, à l'échelle de ce que nous sommes, ça a aussi représenté quelque chose qui nous regarde, qui nous appartient. Donc, toutes les grandes histoires viennent impacter nos vies, elles viennent les bousculer, elles viennent les nourrir ou alors les sortir de leur orbite. Et il me semble difficile de comprendre totalement une démarche, un lieu, un roman, une trajectoire romanesque si on n'a pas le contexte. Et comme de toute façon il s'agit d'écrire des romans, l'histoire, quel que soit ce que j'en prends, elle vient nourrir le roman. Le plus important, c'est le roman. Et dans ce temps long et ample du roman, je peux me nourrir aussi de ce qu'il fait finalement, de ce qui constitue les individus. Quand on va quelque part, évidemment, si on sait quelle est l'histoire de l'endroit où on est, si on sait ce qui a traversé ces peuples-là, on les comprend mieux que si par exemple on y va en touriste et qu'on reste à la plage. Alors, c'est exact. Et en même temps, quand je pense à un roman comme Sidémé, par exemple, il y a un personnage annexe, je vais dire secondaire, qui est important, mais c'est cet homme à tout faire pour Moussa. On pourrait dire que là, l'histoire de sa vie à lui semble vraiment... il n'est pas tout à fait au centre du roman, mais tu utilises ce biais-là pour introduire la grande histoire, parce qu'il y a plein d'autres personnages qui... donc, il y a quand même un désir de pouvoir donner l'opportunité
au lecteur de dire voilà l'histoire de mon pays. Surtout quand c'est nécessaire. Enfin, ce n'est pas superficiel. Il faut vraiment que l'histoire du pays vienne s'inscrire dans le roman qui est en train de se construire. Par exemple, dans Sidémé, la grande histoire, ce n'est pas la grande histoire du Cameroun, c'est l'histoire du sida. Oui. Donc c'est une autre histoire qui va venir. Je veux dire, il faut de toute façon que les éléments historiques que j'utilise, que la grande histoire qui vient percuter nos vies individuelles ait du sens par rapport au roman qui est en train de s'écrire. Alors, Anne-Sophie, comme je disais, tu as une formation d'historienne. D'ailleurs, en tout cas, dans le personnage qui peut te ressembler, en tout cas, dans Une femme a disparu, c'est une jeune femme qui vient, à l'âge de 17 ans, au Cameroun, et dans le cadre d'un échange scolaire, et a une vraie relation d'amour avec le Cameroun, et se lie avec le jeune homme qui l'aide, qui la reçoit et qui l'aide à pouvoir faire ce séjour. Et tu abordes dans ce roman à la fois l'histoire complexe du Cameroun sur deux périodes, celle des grands conflits qui ont eu lieu donc dans les années 90, grands conflits, je veux dire par là, c'est les mouvements sociaux, surtout estudiantins, mais les mouvements sociaux qui ont eu lieu dans les années 90, et les disparitions qui ont eu lieu. Et c'est par le prisme de la disparition que tu analyses cette histoire du Cameroun. Est-ce que tu peux revenir sur ton lien avec ce pays et pourquoi le prisme de la disparition pour traiter de l'histoire du Cameroun? Merci Réassi et merci pour cette occasion d'être tous ensemble et de discuter, de converser avec ma grande amie et avec toi et avec vous. Alors, sur le lien avec le Cameroun, il y a très peu de temps, peut-être que c'est en discutant d'ailleurs avec toi, que j'ai réalisé que dans tous mes livres, il y avait une professeure d'histoire et que l'histoire était au centre de toutes les intrigues. C'est pas pour rien, ça vient de la vie elle-même. La personne qui m'a certainement le plus influencée, qui m'a fait lire tous ces grands auteurs, Cher Hamidou Kane, Sonia Boutansi, et tant d'autres, Tchikaya Umtansi, bien sûr, Kateb Yassine, Assia Djebar, et je pourrais continuer la longue liste de ces livres qui m'ont ouvert le monde. C'était ma professeure d'histoire. Et c'est par elle aussi, un peu comme dans le roman, qui est un roman, que je suis partie pour la première fois à Yaoundé, puis au sud de Balmayo. Et à ce moment-là, on est à la fin des années 90, j'ai 16-17 ans, et les personnes que je vais rencontrer et qui vont devenir des amis sont des étudiants de l'université de Yaoundé, et très marqués par les villes mortes, par les manifestations, par le soulèvement à l'université. Et c'est à ce moment-là que, pour la première fois, ils me parlent des disparitions, des arrestations. Moi, j'ai 17 ans et cette histoire s'inscrit en moi, mais sans que je puisse très bien la comprendre, sans que j'ai toutes les clés. L'historienne que je vais devenir, la jeune femme passionnée pour les marges de l'histoire, pour les ombres de l'histoire, pour tout ce qui s'écrit en dehors de l'histoire officielle, va continuer à penser à ces disparus. Je vais lire les ouvrages des historiens camerounais sur la question, et va peu à peu naître une forme d'obsession, et c'est, je crois, de ça que sont faits nos romans, c'est la manière dont l'histoire, l'intime, l'actualité vient percuter nos obsessions. Et cette obsession pour les disparitions, ça se nourrit évidemment de ces récits, de ces professeurs, étudiants, manifestants disparus, qui m'obligent par leur histoire, par ce qui leur est arrivé, par les récits qui ont été retrouvés, et même parfois par l'absence de récits.
Et aussi parce que la disparition, c'est une thématique littéraire très large, c'est-à-dire que c'est à ce moment-là qu'on se rencontre en fait. Ah. On se rencontre parce que j'ai lu Cet Inconnu. Moi j'étais... Oui, le précédent. Oui, moi j'étais à Douala dans les années 90. J'étais là, j'étais étudiante à Yaoundé. J'étais là, j'étais étudiante. Toute cette période, je l'ai vraiment vécue. Et effectivement, je n'ai jamais écrit dessus. Et à vrai dire, j'avais jamais rien vu écrit dessus. Et j'ai lu Cet Inconnu. Et en fait, ce livre, on essayait de se voir depuis plusieurs semaines. Et tout d'un coup, j'ai lu, je me souviens que je l'ai appelé pour lui dire, bon, en fait, on se voit demain. Parce que tout d'un coup, j'ai rencontré, c'était des histoires de disparition. Je me souviens que les disparitions c'était tellement fréquent que c'était devenu presque une espèce de plaisanterie. Et de voir ça retranscrit en littérature, et pas par une Camerounaise, non, que ça compte. Mais enfin, c'était quand même intriguant. Ça m'a donné envie de savoir qui était cette personne. Et justement, Emily, là-dessus, moi, j'ai vraiment une question. La question de la disparition, je l'ai dit, je l'ai écrit dans ma chronique, la question de la disparition, elle est... j'ai l'impression que c'est quelque chose qui est souvent mis de côté au niveau de en littérature africaine, parce que la disparition prend des formes différentes. Il y a la violence politique, des gens meurent, disparaissent. Et puis, si on va un peu plus loin, il y a ceux qui sont partis avec la traite négrière sans que le sujet du point de vue du continent soit pris en charge avec violence. Et je pense à Léonora qui a travaillé là-dessus pour l'espace francophone, mais voilà. Donc la question de la disparition, j'ai l'impression qu'il y a peut-être un problème, je sais pas, peut-être une absence d'obsession comme ça, de retrouver la personne qui est perdue. Je me souviens que je t'ai déjà dit non sur ça. Non, mais je repose la question parce qu'elle est là et mais par exemple, Le Rêve du pêcheur, c'est le livre même de la disparition. Alors, c'est un monde qui disparaît. Oui. C'est un homme et ses légendes et son histoire qui disparaît. Oui. Notre continent est traversé de disparition. Absolument. Toute notre littérature porte la trace de cette disparition. Oui, mais la question, c'est on s'en en parle de diverses façons. Alors, justement... Mais on n'appelle peut-être pas ça disparition. Alors, justement, il y a deux choses qui sont intéressantes. C'est que on aborde la question de la disparition de personnages, de figures qu'on ne connaît pas, une enseignante qui est portée disparue, mais il y a aussi l'intime, c'est-à-dire on est tombé amoureux d'un homme et puis du jour au lendemain il ne communique plus, sauf qu'on a un lien avec lui. Et donc je trouve que c'est là où il y a des parallèles entre la manière dont vous écrivez, c'est-à-dire comment l'individu, comment on peut ramener à l'individu quelque chose qui touche le groupe. Pourquoi tu as choisi justement de mettre en parallèle l'histoire de Jean Martial avec cette jeune fille et à côté de ça cette quête par rapport à cette enseignante? En fait, dans le précédent roman Cet Inconnu qui nous a permis, Emily et moi, de nous rencontrer, j'avais abordé la question de la disparition, j'ai l'impression, uniquement par le versant politique. En tout cas, j'avais mis l'accent sur ce versant politique. Une enseignante a disparu, le directeur d'un journal d'opposition est arrêté et détenu, et puis il va mourir des suites de sa détention. Et je remontais aussi à l'histoire des indépendances et de la guerre d'indépendance. Donc j'avais essayé de faire un ouvrage sur les 1001 formes d'engagement et de disparition sur plusieurs générations. Et Emily est témoin de ces questionnements. On est à Yaoundé quelques années après l'apparition de ce livre. Et un lecteur me dit « Cette histoire n'est pas terminée, tu as... chercher cette disparue ». Tout d'un coup, le personnage de roman, que j'avais traité comme un personnage de roman pour ce lecteur,
était un personnage historique qu'il fallait trouver puisqu'il existait et que cette femme peut-être soit était encore détenue, soit marchait dans les rues de Yaoundé sans que son histoire soit sue. Et au-delà d'elle, toute l'histoire de ses disparitions et de ces années de ville morte. Et j'ai compris quand il m'a dit que je n'avais pas terminé ce livre et que d'autres pages me restaient à écrire, qu'en fait ce versant uniquement historique et politique me limitait et qu'il fallait que je le prenne par le versant de l'intime. Donc il me ramenait à moi, à mon regard, au regard que j'avais posé sur cette disparue, qui était un regard aussi d'une étrangère. Et c'est une question qui nous traverse, d'où tu écris, quelle est ta place. Il fallait aussi que je la situe dans un autre livre, peut-être plus sensible, peut-être plus intime, qui permettrait par l'intime, et qu'est-ce qu'il y a de plus intime qu'une histoire d'amour qui a fui, qui s'est échappée, qui a échappé aux deux personnes qui éprouvaient ce sentiment, pour dire une disparition, un fait politique ou un fait historique. Donc pour moi, l'histoire de Jean Martial et de Constance, qui se rencontrent quand Constance arrive au Cameroun, elle a 17 ans, ils s'aiment comme on s'aime une première fois, il lui transmet l'histoire de ce pays, l'histoire de ses luttes, l'histoire de ses écrivains, de ses héros, et puis elle fait sien le temps de l'amour, cette histoire, elle repart en France, elle revient, elle se cherche, il disparaît lui aussi, comme si sa vie à elle, Constance, n'était faite que de disparition et de quête. Ça me permettait en réalité, c'était une astuce littéraire, de montrer ce que l'absence de récit, l'absence de fin, ce que l'absence de traces, l'absence d'archives peut faire dans nos vies, aussi bien sur le plan intime que sur le plan national. Alors, dans Le Rêve du pêcheur, c'est un roman sur un monde qui disparaît, donc un monde qui s'effondre quelque part. D'abord, c'est un roman qui est très beau par l'écriture. On est pris par le style, donc ça c'est quelque chose qu'il faut dire. Et puis par vraiment les personnages, c'est cette famille, ce pêcheur qui travaille dans une petite bourgade au bord de mer et qui est rattrapé par le monde qui arrive et donc des besoins nouveaux, le consumérisme, alors que avec sa famille, ils avaient un équilibre. Avec Elena, ils ont un équilibre. Mais ce pêcheur veut apporter plus parce qu'on lui propose de nouvelles choses. Et il y a un déséquilibre qui se crée. Et ce déséquilibre, cette femme, Yelena, le sent, elle le perçoit. Mais malheureusement, ce ne sera pas suffisant pour empêcher, entre guillemets, l'écroulement de son couple. Alors, c'est un roman où tu abordes l'histoire du Cameroun de manière vraiment très différente. On est plutôt sur l'impact de la colonisation et ses conséquences, la mondialisation et ses conséquences dans un petit coin du Cameroun. Pourquoi tu as pris cette option-là sur ce roman ? Ce que je voulais raconter à ce moment-là, c'était effectivement des histoires d'un monde qui disparaît, pas vraiment qui disparaît d'une certaine façon et qui se modifie totalement en fait, et qui se modifie par le biais d'éléments extérieurs quand un monde vient être impacté tellement fort par des événements extérieurs qu'il n'a pas le temps d'encaisser le choc. Ce qui arrive à Zacharias lui arrive aussi parce qu'il est comme ça, parce qu'il a cette ambition dès le départ. Il ne se rêvait pas pêcheur. Lui, il avait déjà envie d'aller à la ville, de faire autre chose. Et la réticence de Yelena est aussi dès le départ dans ce personnage. Elle est bien là, dans ce village. Elle n'a jamais voulu partir. Il se trouve que ces deux-là font de famille dans ce lieu où ils connaissent tout le monde, qui est leur village, l'endroit où ils ont leurs racines. Mais la base de leur couple
est déjà dans une espèce de contradiction intime. Que va venir nourrir le progrès, la société forestière et toute l'industrialisation qui va venir percuter ce qu'ils sont, en fait. Métaphoriquement, c'est ce qui arrive c'est ce qui arrive quand les sociétés deviennent libérales, trop libérales, capitalistes, ou avec la question de la colonisation. Tout d'un coup, arrive quelque chose qui vous percute tellement fort que vous n'en aviez pas le besoin. Vous n'en avez tout, et, je sais pas, c'est comme nous avec le micro-ondes, les téléphones portables et tout. Pendant des décennies, on s'est passé de ça et aujourd'hui on ne pourrait plus s'en passer. On ne peut pas revenir en arrière. Et ce qui arrive dans ce village de Campo, c'est aussi tous les pays d'Afrique qui, après les indépendances, on s'est inscrit dans le développement. C'est ce qu'on appelle ça. Nous sommes sous-développés. Nous devons nous inscrire dans une espèce de progrès économique qui est forcément économique et ça nous mène loin. On part de son village, on arrive en ville et puis quand on a de l'argent un peu plus loin. Mais c'est ce truc aussi, ce déplacement qui se joue dans le roman. Et dans le roman, là encore, on retrouve quelque chose qu'on avait peut-être déjà vu dans les maquisards, c'est-à-dire la saga. Alors on voit l'impact sur plusieurs générations de ce qui se passe. Et cet impact, il est extrêmement violent. Tu nous le fais vivre de manière exceptionnelle. Je pense à cette fille de Zacharia qui finit par sombrer dans la prostitution. Et là, même quand tu nous fais vivre cet épisode-là, tu nous amènes vraiment dans les quartiers compliqués, tu nous fais rentrer dans la chambre et on voit ce jeune homme qui voit sa maman qui n'a plus de repères parce que le père est parti, le père n'était plus là. Alors, pourquoi l'impact, si on doit faire des parallèles, est-ce que c'est ta manière de voir aussi ton pays au travers de cette restructuration de la famille de Zacharia? Au travers de la destruction de la famille? Oui, au travers de l'histoire de cette famille de génération en génération, même s'il y a... Après, il se passe des choses nouvelles, mais... Oui, je pense que c'est en tout cas, c'est une écriture, c'est une façon de raconter ce qui m'habitait au moment où j'écris Le rêve du pêcheur, qui était comment on transmet dans des géographies éclatées, comment on transmet quand on appartient à un lieu dont on est parti d'abord. Est-ce qu'on peut se prévaloir d'un lieu qu'on a quitté? Et évidemment, toutes ces questions semblent totalement philosophiques, mais elles sont profondément réelles, elles sont intimes. Et dans la trajectoire de ces personnages, du bonheur de Yalana et de Zacharias, qui est un bonheur tout à fait quotidien. C'est pas Roméo et Juliette, c'est un homme marié à une femme qui vivent tranquillement leur vie de couple. Et ce qui leur arrive et qui va les bouleverser à l'intérieur du couple. Parce qu'on me dit souvent que Yalana, elle avait compris ce qui arrivait et elle essayait de prévenir son mari de ce qui arrivait. Moi, je pense que ce que Yalana a perçu, c'est que cet homme avec lequel elle vivait avait profondément changé. C'est son intimité qui a été bouleversée la première. Et c'est contre ça qu'elle a commencé à résister. Elle a commencé à y résister de façon assez maladroite. Elle aurait pu épouser le mouvement. Elle aurait pu, il y avait 1000 façons de réagir à ce qui est en train de lui arriver. Non, ils sont rentrés tous les deux dans une crispation. Et cette crispation, c'est aussi la crispation qui a été à l'intérieur de leur communauté. C'est ça, en fait, qui est venu les briser. Ça les a séparés, ça les a brisés. Et ensuite, quand Dorothée se retrouve à New-Ben avec son fils et qu'elle est prostituée et alcoolique, je suis simplement en train de raconter la trajectoire d'effondrement que cette famille est en train de vivre. Et peut-être que ça va s'arranger, mais on ne sait pas. Mais le choc a été fort, a été tellement fort. Ce qu'ils viennent de vivre a été tellement bouleversant que, évidemment, il y a des répercussions. Aujourd'hui, on le sait que les traumatismes vécus plusieurs générations en arrière
ont des conséquences aujourd'hui encore dans la vie des gens, comme une espèce d'ADN qu'on se transmettrait. Et ce livre signifie aussi que s'il y a un héritage de trauma, c'est un héritage traumatique, il y a aussi peut-être un héritage de survie, de joie, de résistance. Et c'est aussi ça que le roman permet de raconter personnage après personnage. Une dernière question sur cette dimension des valeurs dont tu parles, où on voit que Yelena, à un moment donné, elle sent que son mari les valeurs de son mari, en tout cas sur certains aspects, changent. Ce qui est très intéressant, c'est l'impossible dialogue, en fait. Enfin, le dialogue semble être très, très difficile, parce que là aussi, il y a une forme d'obsession chez Zacharia, et cette obsession-là le conduit à quelque chose de non rattrapable. Là encore, parce qu'il y a vraiment des choses qui nous renvoient à cette rencontre qu'il y a eu, hein, cette fameuse rencontre dont parle très bien Chinua Achebe. Dans le fond, est-ce qu'on aurait dû être conservateur et ne rien accepter du tout? C'est un peu la position de Yelena. Ou alors est-ce que on s'ouvre, mais est-ce qu'on contrôle à ce à quoi on s'ouvre? Est-ce qu'il n'y a pas une sorte de relecture aussi de ces questions-là pour ce qui concerne le continent africain? Certainement, hein, et c'est très bien qu'on réinterroge tout ça. Quand on parlait de disparition, la disparition, c'est aussi le silence. Comment est-ce que on habite le silence, pour faire un lien avec une femme a disparu, le silence qui s'installe dans le couple ancien et archaïque de Yelena et Zacharias, c'est aussi le silence entre Constance et Jean Martial. C'est l'impossibilité de communiquer à un moment précis, précieux de la vie ensemble, qui va faire que d'une certaine façon, le reste ne tient pas, le reste s'effondre. Et ça, je ne suis pas certaine que ce soit typiquement africain. Je pense qu'il y a là quelque chose qui vient aussi raconter, je ne sais pas, le couple. Oui, vas-y. Non, mais c'est ce que m'inspire Le Rêve du pêcheur aussi, l'émotion, et à quel point ce texte m'a changé et qu'il fait partie de ma bibliothèque pour toujours. C'est aussi tu me diras si c'est le bon déclenchement pour l'écriture, mais j'ai le sentiment que ce qui a créé le vertige de la romancière chez toi, c'est de la rencontre d'un lieu que tu as traversé, Campo, au sud du Cameroun, à la frontière, le bout du pays, dont tu savais que ce que tu voyais allait être et avait été bouleversé pour toujours. Et ça, dans nos vies quotidiennes, on traverse des quartiers de nos villes, des paysages, dont peut-être on peut se dire que dans 30 ans, une boutique ou deux auront fermé, quelque chose aura été un peu changé, mais l'identité, les lieux seront presque conservés intacts, et c'est nos vies qui auront, elles, été chamboulées. Là, il y avait un paysage, et donc l'âme de ceux qui le peuplent et leur histoire, qui allait être bousculée à jamais. Et le déclenchement du roman, c'est ces géographies existantes et intimes, chamboulées, qu'il faut raconter en historienne, en romancière, en poétesse. Voilà pourquoi ce livre compte tellement. C'est presque une urgence quand tu arrives dans je ne sais pas pourquoi, on ne sait pas pourquoi certaines choses vous touchent et pas d'autres. Je pense que ça vient percuter aussi quelque chose que peut-être en tant que personne vous traversez, une espèce de questionnement qui t'habite et qui tout d'un coup se matérialise là. Campo, c'est à 50 km de Kribi, que je connais très bien depuis que je suis toute petite, mais j'étais jamais allée à Campo parce que la route est très mauvaise, parce que voilà. Et pourtant, quand on arrive dans ce lieu, il y a la mer, la terre est fertile, mais il y a très peu de gens. Il y a vraiment, c'est quasiment vide. Et il n'y a que des vieilles personnes, quelques vieilles personnes à la véranda. Et puis, il y a ce sentiment étrange que ce qui est là, ça a déjà
les gens sont partis, que c'est un lieu dont on part, d'une part, et que quand je reviendrai dans 10 ans, dans 15 ans, ce sera déjà autre chose. Et quand je me suis renseignée, on a su, en se renseignant, parce qu'on était donc ensemble à Campo, qu'il y a les terres avaient déjà été achetées, qu'il y aurait probablement des stations balnéaires, des choses comme ça. Et d'avoir eu cette... le livre est vraiment né là. Ça m'a vraiment coupé aussi le souffle par rapport à plein de choses qu'on venait de traverser pendant cette période-là aussi. Alors, est-ce qu'il y a des questions dans le public par rapport déjà à ce que vous avez entendu, ou peut-être il y a des personnes qui ont lu les romans? Est-ce qu'il y a des questions? Alors, moi je vais continuer. J'ai une question à Anne-Sophie, posée à Anne-Sophie. Je voulais aussi... Il ne peut pas faire autrement. Il est arrivé à un état de rupture et d'effondrement interne. Il décompense, comme on dit en psychiatrie. C'est-à-dire qu'il est en train de devenir fou. Au moment où il décide de rentrer, il sent qu'il perd la femme qu'il aime. On lui dit que il se passe toute sa vie dégringole en fait. Rien ne tient parce que rien n'est solide, parce qu'il n'a jamais eu le courage de vraiment s'investir dans quelque chose jusqu'à ce qu'il comprenne que, en fait, oui, il faut en faire davantage, sinon il va tout perdre. Absolument. Alors, est-ce qu'il y a une question? Sinon... Comment ça, il n'y a pas de question? Je ne comprends pas. C'est la fatigue de la fin de la journée ou... Les gens qui sont là, ils étaient là le matin. Donc voilà, on est donc sur deux romans qui sont extrêmement intéressants, qui nous plongent au Cameroun. Qu'est-ce que tu ferais si tu recommences là? Non, je conclue. Non, je conclue et non, ce que je voulais dire, c'est que vraiment, on est dans des romans qui nous immergent dans la ville, dans un pays. Et je le disais tout à l'heure, hier, avec des jeunes de l'association Lumière, des Lumières oubliées, que la puissance de la littérature, c'est ça. C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous rentrez dans un livre et puis il vous déplace, il vous transporte, il vous téléporte dans des lieux que vous n'auriez jamais pu imaginer, avec des personnes que vous n'auriez jamais pu rencontrer. Et pourtant, les histoires parfois se ressemblent, elles nous parlent. Cette question du départ et du retour de Zacharie, moi ça me parle. J'ai vécu une expérience récemment qui fait que je retrouve un peu certaines choses dans ce qu'il dit. Et c'est la force de la littérature. J'insistais tout à l'heure sur la question des obsessions des personnages d'Anne-Sophie Stéphanie, parce que je trouvais très intéressant. Il y avait un côté même scientifique dans la recherche, c'est-à-dire on est face au chercheur qui doit trouver, qui cherche son équation et qui lâche pas l'affaire. J'ai dit Anne-Sophie parle aussi beaucoup de finalement ce que c'est la littérature, comment avec la littérature on peut regarder les choses on peut jouer avec les personnages, on peut les réutiliser de roman en roman, mais avec des regards différents, et puis on joue avec le lecteur. Donc voilà, c'est deux très beaux romans à découvrir. Emily Boom a eu le prix des 5 continents, elle a eu le Grand Prix Afrique pour la 2e fois, et prix Guillou. Voilà, c'est une très belle reconnaissance. Mais moi, je parle en tant que lecteur et j'ai aimé ces deux romans, donc je vous invite à les découvrir. Voilà, les émissions sont disponibles aussi. On a fait 2 émissions passionnantes. On a fait sur tous mes livres. Ça fait un moment que... Il n'y a que le clan des femmes. Il n'y a que le clan des femmes qu'on n'a pas fait, Emily. Voilà.
Donc voilà, en tout cas... Et je vous préviens, ceux qui ne posent pas la question là. Ah, parce que je vous connais, vous allez venir sur Instagram pour m'envoyer des trucs. Voilà. Quand même. On est là, profitons. Bonsoir. Bonsoir. Je suis camerounaise déjà, c'est pour donner le contexte de ma question. Je m'appelle Sati. Et je voulais savoir, en fait, dans la construction du roman historique, pour vous deux, de toute façon, lorsqu'on connaît le Cameroun et certaines de ses réalités, comment dans la construction d'un roman historique, on arrive à se détacher, d'enlever cette subjectivité que l'on a pour pouvoir construire un récit beaucoup moins empreint de, je dirais pas d'émotion, mais de subjectivité. Voilà, c'est ma question à vous deux, hein, parce que vous connaissez bien le Cameroun. Comment on se détache de l'histoire et de... Alors, il y a... D'abord, on ne s'en détache pas. Je crois que, dans un premier temps, on est pleinement imprégné de tous les récits qu'on nous fait et qui constituent une sorte de trame historique, que ce soit les ouvrages des historiens ou les récits familiaux, amicaux, qui composent comme ça l'histoire. On va questionner les archives qui sont de toutes sortes, écrites, orales. Et puis, soudainement, et ça c'est une forme de magie de la littérature que tous les écrivains ici connaissent, et les lecteurs que vous partagez, c'est que ce cadre posé, c'est la voix de nos personnages qui va l'emporter et qui vivent à l'intérieur de ce cadre qu'on a tant cherché et qu'on a fait revivre dans nos têtes et dans nos imaginaires dans lesquels on vit. Et puis, c'est leur voix, leur vie, d'où ils viennent, qui sont leurs amours, leurs aînés, leurs enfants, quels sont leurs drames, à quel moment ils ont failli disparaître, perdre la raison, partir. Et ça, c'est les vides qui l'emportent. Et quand on travaille sur l'histoire et que l'histoire fait défaut, parce que l'histoire fait toujours défaut, en tout cas l'histoire officielle ne peut pas raconter la somme de toutes nos vies et de tous les drames et de tout. Alors le romancier, en jouant sur la fiction, deuxième magie, va dire des choses vraies, va dire des choses historiques pour le lecteur. Et c'est fou et bouleversant et très fragile. Donc je crois que c'est ça ma réponse. Et l'idée, c'est pas du tout de se détacher de l'émotion ou de la subjectivité, ou en tout cas de la singularité du roman. Quel que soit le bout de l'histoire que vous prenez, à partir du moment où vous le mettez dans un roman, ça devient votre interprétation de l'histoire et de ce qui s'est fait et de ce qui s'est dit. Évidemment, si vous parlez de personnages historiques, vous êtes obligé de respecter un minimum de cohérence, sauf si c'est le projet romanesque consiste à ne pas respecter la cohérence. Ça peut être aussi le cas. Mais après, le roman vous appartient. Je ne sais plus qui disait que dans roman historique, c'est roman qui est important. En fait, l'histoire nourrit le roman. C'est dans ce sens-là que ça se fait. C'est-à-dire qu'on va prendre, comme on prend tout, il y a le roman, il y a le quotidien, il y a nos vies, nous sommes notre propre matériau, ce qu'on puise en nous, mais il y a aussi tout ce qu'on prend dans les sciences sociales, dans les sciences humaines, enfin, tout ce qui va venir nourrir le roman, va juste être absorbé et l'histoire sera absorbée comme le reste en fait. À la fin de la journée, c'est le roman qui compte. C'est le texte qui sortira de là vous appartiendra totalement. Personne ne pourra le confondre avec un essai historique, même si parfois les gens en ont le désir. Et puis surtout, comme, par exemple, ça m'est arrivé sur les maquisards, quand les gens lisent un roman historique et qu'ils ont tout d'un coup l'impression d'avoir compris l'histoire, alors ils se disent c'est l'histoire. Voilà. Ils se disent c'est comme ça que ça s'est passé. Non, ce n'est pas faux, mais ce n'est pas comme ça que ça s'est passé. Voilà, il y a quelque chose là qui est de l'équilibre extrêmement fragile qu'offre le roman.
Puis en fait, l'appellation roman historique, elle est trompeuse parce que c'est comme si elle renvoyait à une page lointaine, hein, loin de nous, loin de notre actualité, alors que la littérature vient au contraire poser des questionnements très cruciaux, contemporains, que les disparitions d'hier sont les disparitions d'aujourd'hui, que les mondes engloutis de Campo viennent aujourd'hui questionner le port et tous ces bouleversements. C'est nos mondes qu'on vient questionner, plus encore que l'histoire. Merci. Ah, vraiment. Et vous attendez la dernière minute pour poser des questions. Non, il y a une petite surprise, donc si vous décalez trop là. Alors, je vais faire vite. Bonsoir. Alors, je dis bonsoir. Je vais faire vite. Alors, moi, je vous découvre et c'était une question pour Anne-Sophie. On a parlé de subjectivité, de rapport à l'histoire, de rapport à un certain contexte historique et géographique relatif à certaines réalités. Est-ce qu'à un moment ou à un autre, vous avez douté ou vous avez été confronté à une certaine illégitimité par rapport à la position que vous prenez d'écrire sur le Cameroun? Parce que tout à l'heure, il a été aussi dit que vous n'aviez pas, avant Anne-Sophie, vu des Camerounais écrire sur ces disparitions. Sur cet aspect. Justement, juste sur les années. Oui, oui. Parce que sinon, il y a d'autres livres. Autant pour moi, dans les années 90. Est-ce que la question de la légitimité s'est posée à un moment ou à un autre? En fait, cette question, elle est essentielle parce nous, en tant que romancière, on se la pose tout le temps, cette question. Merci pour cette question. Mais j'ai ressenti cette question de légitimité, c'est-à-dire quel récit, quel roman, quelle part d'imaginaire je peux avoir quand je parle par exemple des Pieds Rouges en Algérie, qui sont ces militants français d'extrême gauche qui sont partis en Algérie au lendemain de l'indépendance en 62, et je suis née 30 ans plus tard. Donc déjà, je me pose avec ce roman-là cette question de la légitimité. Quand j'aborde la question du Cameroun, de son histoire, aussi bien par l'histoire de cette disparition d'une professeure française à Yaoundé, je me pose évidemment, mais il y a une chose qui est fondamentale dans nos questionnements, c'est la sincérité. Et donc je ne pouvais pas l'aborder en prétendant être autre chose que je suis. C'est pour ça que mon personnage, par exemple, me ressemble, Constance, celle qui cherche. Et que la femme disparue dans cet inconnu est une enseignante d'histoire qui est venue s'installer à Yaoundé. Donc je peux m'appuyer sur un socle qui est le mien sans prétendre être autre chose. Et ça, c'est quelque chose de fragile. Je ne suis pas certaine parfois d'être, c'est à vous de me le dire en fait, d'être toujours juste. Je ne suis pas une romancière camerounaise. En revanche, le regard que je peux porter, mon imaginaire est le mien, et c'est une voie littéraire. Voilà, avant toute chose. Mais oui, cette question-là m'habite et m'habitera pour tous mes récits. Je me souviens, et je botte pas du tout en touche, au contraire, mais je me souviens que pour mon tout premier roman, ça m'avait marqué parce que c'est un questionnement qui peut prendre des formes très différentes. Il y a cette forme-là. Il y a aussi, j'avais écrit le roman d'une mère et d'une fille. Et à ce moment-là, j'avais 25 ans. Et j'étais une fille, mais j'étais pas encore mère. Et une journaliste dans la salle m'avait dit, mais comment on peut écrire le roman d'une mère et d'une fille quand vous n'êtes pas encore mère vous-même? C'est l'imaginaire, mais j'ai pas du tout... je me souviens qu'à 25 ans, j'avais un peu balayé la question en me disant, c'est l'imaginaire. Alors qu'en réalité, je vois aujourd'hui tout ce qu'elle pouvait signifier par cette question-là. Mais en tout cas, c'est une préoccupation constante de trouver le juste regard, la juste place. Tu as le droit de compléter. Après, on s'en va. Mais par exemple, dans Le Rêve du pêcheur, le personnage principal, c'est un homme. Et c'est une écriture en jeu d'un personnage principal homme. Et comme Hemley, c'est pas genré, il y a plein de gens qui ne savent pas. Eh bien, j'ai rencontré des tas de lecteurs qui étaient persuadés que j'étais un homme. Ils n'ont même pas imaginé que j'étais... Et donc, ils étaient assez surpris de... Donc, la question de la légitimité, de l'imaginaire et de comment on construit les personnages, oui, elle est posée de mille manières, c'est sûr.
Merci beaucoup. Tu n'as pas pitié de moi. Non, ce sera ballon. Alors, ma question, c'est par rapport à... La question, c'est à Emley, le rêve du pêcheur. Alors, quand on regarde le parcours du personnage principal, Zacharie, la question est de savoir, est-ce qu'on peut parler de fuite ou de déni? Parce que le personnage, quand on voit sa vie, la vie avec la maman, on se rend bien compte qu'il n'accepte pas. Et à un moment, il s'enfuit sans dire au revoir. Donc, selon moi, le final arrange un peu Zacharie. Oui, je pense qu'il a malgré tout pas la vie facile dans ce roman. Il est d'une grande lâcheté, il est d'une grande... comment dire, c'est pas quelqu'un de costaud. Il ment beaucoup, il triche, il essaye. Et c'est pour ça aussi c'est important par rapport à ce personnage qui est tellement dans la fuite, dans le déni, les deux. À un moment, la question c'était comment je l'écris. Sur le plan esthétique, qu'est-ce que je fais de ce personnage? Et c'est pour ça que l'écriture de Zach, c'est un jeu. C'est parce que nous sommes à l'intérieur de lui. Zach, c'est quelqu'un qui ne se donne pas à lire de l'extérieur. Il ne montre rien. Il ment sans arrêt. Il triche. Il cherche des chemins de traverse. Et la seule chose pour que le lecteur sache qui il est, c'était d'être à l'intérieur de lui. Voilà. Et par certains côtés, ça ne le rend pas beaucoup plus sympathique pour autant. Mais est-ce qu'il a regretté? Je ne sais pas. Est-ce qu'il a regretté? Quand il est rentré, en fait, tout était déjà mis en place de telle manière Aïe. Je vais vous proposer qu'on arrête là. Parce qu'on a une petite surprise. Avant qu'on ait le mot de la fin, je ne sais pas si Daniel est sur le site, parce qu'on va demander au directeur du centre dîner de venir nous rejoindre. Donc merci Emley, merci Anne-Sophie. Merci. Merci pour ces très beaux romans.